Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ziana TV. Vous suivez Sir Makosso dans un entretien du jour avec Monsieur Assimta Lukambo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Assimta Lukambo, les gens qui vous regardent ne peuvent pas imaginer que c'est vous aujourd'hui qui constituez et reconstituez la mémoire congolaise. On vous reçoit aujourd'hui parce que votre institution, la Maison des Archives du Congo, est au cœur d'un grand événement qui va se dérouler à Paris ce lundi. Avant qu'on ne revienne sur cet événement à Assimta Lukambo, d'abord présentez-nous la Maison des Archives du Congo, parce que on connaît le Congo, mais la Maison des Archives du Congo, c'est pour nous une découverte. Qu'est-ce que c'est cette institution? Alors tout simplement, c'est la Maison des Archives du Congo, c'est une association loi 1901 à but non lucratif, et l'objet c'est donc collecter, répertorier et tout simplement rapatrier les archives qui appartiennent à l'humanité, mais également aux Africains et au Congo, notamment les archives détenues en Europe et en Occident, de manière générale. Quelle est la genèse de ce projet? Parce que c'est vrai que les Congolais aujourd'hui sont préoccupés par beaucoup de choses. Vous, aujourd'hui, vous êtes porté sur les archives. Qu'est-ce qui nourrit en fait cet intérêt? Mais disons que moi, par mon parcours de documentariste, donc depuis 2005, en produisant et en réalisant donc différents films documentaires, on s'est rendu compte tout simplement que le problème de mémoire se posait. Alors c'est vrai qu'on a pu nous interviewer des personnes âgées, puisque comme disait Mpateba, un VR qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Ouais. Mais il y a cette mémoire-là, il y a aussi la mémoire écrite, il y a la mémoire vidéo et la mémoire audio. Donc, chemin faisant, on s'est rendu compte que tout simplement que ça s'imposait à nous. Et à l'issue donc du dernier film que nous avons produit et réalisé, donc Révolutionnaire, on s'est dit non, c'est pas possible. Il faut vraiment mettre un cadre légal pour pouvoir rendre accessible, pas seulement à travers les films, mais toutes ces archives-là que nous avons pu donc acquérir, et ensuite que les archives qui sont détenues à l'extérieur, pour lesquelles nous on a dû payer une fortune, qu'on puisse les récupérer dans un cadre légal au nom de la société civile africaine, pour qu'on puisse les rendre accessibles aux chercheurs, aux historiens, à toutes les personnes, comme on dit, qui sont sensibles à ces questions-là. Parce que la mémoire, c'est la base. Si vous n'avez pas de mémoire, vous ne savez pas où vous allez. Assimta Lukambo, quelqu'un vous dirait, il y a le ministère de la Culture pour ça. Disons que le ministère de la Culture, les ministères de la Culture africains ont beaucoup de manquements et parfois des faiblesses qui sont liées tout simplement aux réalités économiques des différents pays. Je pense que ces questions-là doivent être saisies par les sociétés civiles africaines, donc par les associations de part et d'autre de la Méditerranée, même en Europe. Parce que c'est à nous de supplier parfois les manquements ou les faiblesses de certaines administrations. Et les hommes de culture, Dieu se sait que l'Afrique aujourd'hui rayonne grâce à la culture depuis le XXe siècle. L'Afrique rayonne par la culture, pas par nos prouesses économiques. Donc c'est une base. Et je pense que les hommes de culture doivent se saisir de ces problèmes-là. Voilà, les hommes de culture doivent se saisir de ces problèmes. Alors, quand vous initiez ce projet, comment ça se passe? Comment est-ce que c'est accueilli au Congo? Parce que c'est vrai qu'on est quand même là dans des prérogatives de l'État, du ministère de la Culture. Comment est-ce qu'on vous accueille quand vous venez avec un tel projet, mettre en place une association qui va gérer les archives du Congo? Alors, donc disons que notre association ne gère pas directement les archives nationales du Congo, puisqu'il y a une direction qui existe au sein du ministère de la Culture, qui est la direction générale donc, des archives du Congo. Nous, notre association, tout simplement, supplée aux manquements, aux faiblesses de l'administration. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est collecter la mémoire qui existe, parce que ce n'est pas les fonctionnaires du ministère de la Culture, du ministère de la Culture du Congo qui va le faire. Donc, ensuite, les rendre accessibles, les numériser, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Mieux, nous faisons un travail, donc tout simplement de rapatriement. Nous aidons donc l'État congolais à pouvoir récupérer les archives qui appartiennent à la mémoire commune de l'humanité et de l'Afrique centrale. Alors, Assimta Lukambo, certains vous diront, Monsieur Lukambo, merci de faire tout ce travail, mais sauf que ramenez-nous ça à la direction des archives. Pourquoi l'avoir ou les avoir dans un endroit que vous gérez? Alors, donc je dirais tout simplement qu'il y a des archives, par exemple, pour le cas des archives de l'Afrique équatoriale française. Tout le monde a pu remarquer que, suite aux effondrements donc, de février 2018, oui. Les archives étaient dans un piteux état. Du CEFRAD. Du CEFRAD. Donc, ces archives, c'est de 1880 à peu près à 1960. C'est la mémoire du Congo, c'est la mémoire du Gabon, c'est la mémoire de Centrafrique, c'est la mémoire du Tchad. Une partie de cette mémoire-là. Donc, pour nous, en tant que société civile, on s'est dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, notre apport, c'était tout simplement organiser, réunir toutes les personnes de bonne volonté autour de la table
Et nous avons été accueillis en cela, comme on dit, par le ministère de la Culture, qui nous a accompagnés dans cette démarche-là. Donc quand on a fait comprendre le ministère de la Culture du Congo, le ministère de la Culture et des Arts, qu'on pouvait réunir toutes les personnes de bonne volonté pour pouvoir sauvegarder ce patrimoine-là, ils ont dit banco, on vous suit. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Concrètement, donc du 9 au 13 juillet, nous avons organisé une réunion à Brazzaville, là où autour de la table, il y avait le ministère de la Culture et des Arts du Congo, il y avait la Maison des Archives du Congo que je préside, il y avait l'ambassadeur de France, nous avons fait venir les archives de France pour pouvoir amener leur expertise. Nous avons fait venir également un groupe français, donc le groupe AGS Mobilitas, en leur disant, écoutez, vous avez des camions de déménagement, je pense que vous pouvez être utiles à ce moment-là. Voilà, cette utilité a servi. Que sont devenues ces archives aujourd'hui? Alors, ces archives aujourd'hui ont été déménagées. Donc, avec la volonté de tous, on a pu déménager ces archives-là, donc du CEFRAD, vers la bibliothèque municipale de Windsor, qui est le site provisoire pour abriter ces archives-là. Alors ces archives doivent être restaurées parce qu'on a vu quand même ces images dans un très piteux état. Comment ça se passe du travail au quotidien? Alors donc aujourd'hui tout simplement donc on a commencé à numériser quelques supports. Donc le travail va continuer avec des moyens un peu plus conséquents, puisque s'agit pour nous, une fois que c'est numérisé, d'avoir des serveurs dédiés à ces archives-là. Ensuite des sites internet qui pourront permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder aux professionnels et autres. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, il fallait sensibiliser. Pour nous, il faut sensibiliser l'opinion nationale, africaine et internationale, pour que toutes les personnes de bonne volonté se saisissent de ces questions-là. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail d'érudit, il s'agit de notre mémoire. Il faut qu'on sache exactement, concrètement, ce qui s'est passé pendant toutes ces années, pour ne pas dire ces décennies. Là, nous sommes au XXIe siècle, mais il s'est passé des choses au XIXe siècle. Il s'est passé des choses au XXe siècle. Et si vous n'avez pas des réponses précises à ce qui s'est passé hier, ben, vous ne comprenez pas le monde d'aujourd'hui. Une anecdote peut-être dans tout le travail que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des perles que vous avez retrouvées ou trouvées? Vous savez, on retrouve des archives inédites, par exemple sur André Grenard-Matsois, parce qu'il était un monsieur, effectivement, qui s'est beaucoup battu pour l'instruction des Congolais, et pour ne pas dire seulement des gens de l'Afrique centrale de manière générale. Bon, certains en ont fait, comme on dit, une affaire mystico-politique, libre à eux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a des archives concernant ce monsieur-là, ben, c'est un citoyen congolais comme un autre de l'époque. Hein. Donc, citoyen français aussi de l'époque. Bon, et il a fait un sacré travail avec ses compagnons de l'époque. J'ai pu retrouver, moi, à titre personnel, des archives concernant même mon grand-père, donc dans les années 50-60. Comment, justement, lors de ces fameuses grèves de l'eau et de l'électricité dans les années 60, on a pu déboucher sur la révolution de 63, les Trois Glorieuses. Donc, il y a des choses inédites à découvrir. Voilà, des choses inédites à découvrir. Mesdames, messieurs, vous suivez donc cet entretien du jour avec Assimita Bukambu, qui est documentariste. Alors, vous présidez la maison des associations, des archives du Congo. Votre institution va organiser pour la première fois une conférence sur la valorisation des archives et l'innovation numérique. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est comme événement? Ça se passe à Paris, hein. Là on n'est plus au Congo, on revient à Paris, ça se passe à Paris. Mais pour la simple raison, c'est que donc, pour nous, sensibiliser l'opinion nationale et internationale, dans un premier temps, ben, vous avez un pays qui a beaucoup de liens avec le Congo, la France. Donc je pense qu'au nom de la mémoire partagée, nous avons bien écouté le discours de Ouagadougou du président français Emmanuel Macron. Donc nous le prenons mot. Alors il a dit que d'ici 5 ans, il faut que les conditions soient réunies pour que les œuvres d'art, le patrimoine africain, puissent être valorisés à Dakar, à Brazzaville, et j'en passe. Et bien, nous lui disons tout simplement, dans la corbeille de la mariée ou du marié, il n'y a pas seulement les œuvres d'art qui ont été volées, subtilisées en Afrique. Il y a également le patrimoine que nous avons en commun, les archives écrites et audiovisuelles. Donc il est important que nos chercheurs, nos historiens, nos documentaristes puissent accéder également à ces archives. D'où la conférence Valorisation des archives et innovation numérique le lundi 29 octobre à l'Académie des sciences d'outre-mer. Qui y participe? Comment ça se passe? Est-ce que les Congolais lambda qui nous entendent pourront venir y prendre part? Bien sûr, puisque cette conférence, elle est libre d'accès, elle est gratuite, comme on dit, et je dirais que autour de la table, nous avons pu mettre en place, nous avons pu convier le ministère de la Culture et des Arts du Congo, le ministère de la Culture français,
l'école des Chartes, qui est une grande école connue pour former les archivistes depuis 1789, depuis la Révolution française. Et nous avons convié également l'Académie des sciences d'Outre-mer, qui abrite cette conférence-là, qui nous accueille dans ses murs. Et puis donc autour de cette conférence-là, nous allons dessiner les partenariats éventuels pour que demain, les archives soient accessibles à tout le monde. Assimtal Tambo, quel est l'état de l'innovation aujourd'hui en matière d'archivage? Écoutez, aujourd'hui, vous retrouvez des archives sur différents supports. Pas seulement sur le net, pas seulement Internet. Une fois que vous avez numérisé, vous avez une double sauvegarde. Il y a le papier, il y a la vidéo hier, mais le numérique nous permet également d'avoir des serveurs dédiés. Mieux, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux sous différentes formes. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs vidéos circulent, là où parfois vous retrouvez des archives inédites, des archives vidéo. L'innovation numérique, c'est ça. C'est que l'archive ne doit plus être seulement accessible à l'érudit, mais l'archive doit arriver au grand public pour susciter l'intérêt pour la mémoire, pour susciter l'intérêt pour l'histoire, pour connaître le passé. Et je pense que tout citoyen formé et instruit, connaissant l'histoire de son pays ou de sa localité, ça permet d'avoir un citoyen épanoui, de savoir, qui regarde droit ses interlocuteurs et qui peut se poser les bonnes questions pour avoir les réponses pour construire le demain. Vous allez faire mon émission ce soir. C'est quoi une archive? Est-ce que tout est archivable? Est-ce que, je dirais, quelque chose qu'on trouve dans la rue peut être archivable? C'est quoi une archive concrètement? Une archive, disons que c'est ce qui rentre dans le patrimoine commun. L'humanité, l'être humain en tant que tel, produit des archives au quotidien. Alors, demain, comme on dit, ceux qui viennent après vous pourront les utiliser. Je vous donne un exemple tout bête. Dans chaque famille, vous avez des photos de famille. Les photos de famille sont des archives. Donc, vous pouvez savoir comment papa, grand-père, maman, tantine, un tel, était, comme on dit vulgairement, sapé à l'époque. Ça vous renseigne sur la façon de se vêtir à l'époque. Concernant les photos, par exemple. Les archives écrites, vous pouvez savoir tout simplement, pour les parents qui disent souvent à leurs enfants, « Ah, vous savez, moi, j'étais premier de la classe. » Bon, ceux qui ont pu garder les bulletins, je pense que le fiston ou le petit-fils se dire, « Ah, mais finalement, grand-père n'était pas l'élève qui le décrit. » Mais c'était parfois, comme on dit, bon, il avait des notes de 2, de 5, de 10. Mais ça permet de construire aussi bien l'histoire des familles que l'histoire des nations. Parce que la petite histoire des familles, c'est l'histoire des nations. Et chaque famille a des archives. Alors, souvent dans certains pays, les archives sont systématiquement détruites. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi. On se retrouve parfois avec des pays où il y a des pans entiers où il n'y a plus rien. Est-ce que parfois, il n'y a pas aussi la peur, en fait, d'aller retrouver des choses qui pourront ressasser, je dirais, d'autres peurs ou encore des situations ou des états qu'on a faim d'ignorer directement? Disons que justement, c'est là que le bas blesse, c'est qu'il y a certaines personnes croient que certaines archives sont sensibles. Dans tout pays du monde, dans tout pays au monde, je veux dire, il y a des choses qui appartiennent au service secret, j'en passe, qu'on arrive toujours à déclassifier. Là, on vient de déclassifier certaines archives concernant le Rwanda. Donc, pour les personnes qui étudient l'histoire du génocide du Rwanda, ils peuvent avoir des réponses claires aux interrogations qui se posent. Oui. Concernant pour certains pays, je dis, il n'y a aucune archive qui est comme on dit. Une fois que les archives sont déclassifiées, elles doivent être accessibles au grand public. Ça permet aux populations de pouvoir se poser les bonnes questions, d'avoir également du recul nécessaire, d'avoir analysé les phénomènes d'hier qui assurent parfois les situations d'aujourd'hui. Ça, c'est très important, parce que si vos populations ne sont pas instruites, si vos populations ne connaissent pas l'histoire, elles ont tendance à répéter les mêmes histoires, les mêmes errements. Et l'histoire des nations, même de l'Occident, chaque grande nation de cette planète, ce sont des gens qui connaissent leur histoire. Toutes les nations ont bâti des bâtiments dignes de ce nom pour abriter leur mémoire. Et la mémoire, elle est importante pour tout le monde. Pas seulement pour l'État, mais elle est importante aussi même pour les familles. Alors, souvent, on a l'impression que les archives, c'est des affaires d'intellectuels. Hein, parce qu'on se dit, bon, est-ce que la maman qui est au village, qui fait son manioc, quelle archive produit-elle finalement? Mais elle produit des archives. Parce que sa mémoire à elle, sa mémoire, oui. Une fois que le travail que nous faisons, nous, c'est collecter ces mémoires-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire que
dans tel coin du pays, que ce soit à Ouesso, que ce soit à Madingoukai, que ce soit à Sibiti, il y a des gens qui sont dépositaires de la mémoire de cette contrée-là. Ces gens-là, on les écoute. Parfois, comme on dit, il y a des particuliers qui recueillent cette mémoire-là. Parce que votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, ou l'ancien, ou le doyen du quartier vous parle, vous dit, dans tel coin, il y avait ceci, il y a cela, avec telle plante, on fait cela. Tout ça, ça fait partie de la mémoire. La mémoire, elle est multiple. Les archives sont multiples. Alors, ce moment-là produit de la mémoire. Et cette mémoire, c'est une archive. Il faut savoir la saisir tant qu'elle est accessible. Parce que sinon, c'est des pans entiers de votre mémoire qui disparaissent. Alors c'est vrai que l'écrit, pour les sociétés comme les nôtres, depuis au moins le 19e siècle, on a pu écrire. Avec effectivement l'apport de la colonisation, on a pu écrire une bonne partie des pans entiers de notre mémoire. On n'a pas tout consigné par l'écrit. Donc notre travail, c'est à la fois l'écrit, l'audio, l'oralité, donc les témoignages, et c'est ça qui fait la force, comme on dit, de la mémoire d'un pays. Alors très souvent aussi, juste pour rester, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui, vous avez parlé d'innovation numérique. Or, le numérique aujourd'hui produit énormément de données. Parfois, bon, est-ce que les mails, toutes ces choses-là qu'on peut effacer en un clin d'œil, restent des éléments avec la même importance que le papier dans le cadre d'une mémoire collective? Disons que vous savez, avec l'invention de l'imprimerie, c'est là où, je pense que le 18e siècle, plutôt pardon, le 15e siècle, ouais. Ben, vous avez eu, comme on dit, une explosion, comme on dit, d'archives. Parce qu'on est à l'époque, le parchemin, vous savez, c'est une peau, hein, le parchemin, donc c'est choses que, bon, c'était les parchemins sont les moyens de conservation les plus, je dirais, les plus solides. Mais néanmoins, on est passé du parchemin au papier. Du papier, bah, aujourd'hui, on passe au numérique. Donc, les supports de conservation se complètent. Et aujourd'hui, le numérique permet de produire encore plus d'archives. Mais toutes les archives ne seront pas tout simplement, ne seront pas, comme on dit, conservées. Mais dans le lot de ce que nous produisons, nous aurons une bonne partie de la mémoire de l'humanité et du pays. Si M. Sir Makosso, à Ziana TV, en échangeant des mails, peut conserver une partie de ça, sur 1000 mails envoyés, s'il en conserve 10 ou 20, ben demain, je pense que le petit-fils de M. Sir Makosso, ou d'autres, pourront se saisir pour dire, bah, écoutez, à l'époque, Ziana TV a apporté sa contribution à l'histoire, à l'écriture de l'histoire du pays. Et comme on dit, c'est ça qui intéresse les historiens, c'est ça qui intéresse les archivistes. Et c'est ça qui intéressera les générations qui viennent après nous. Voilà, Assimta Lukambo, notre contribution ce soir, c'était déjà de vous recevoir ici pour nous parler de cet événement que vous organisez donc ce lundi à Paris. C'est bien ça. Donc à l'Académie des sciences d'outre-mer, donc la conférence valorisation des archives et innovation numérique. Donc les gens qui sont un peu partout peuvent normalement passer, suivre cette conférence et surtout ça donnera aussi sur l'état des archives du Congo aujourd'hui, hein, pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on a et comment les choses se passent. Voilà. Rapidement, est-ce que dans d'autres coins du Congo il y a aussi cette volonté, je dirais en dehors des capitales, hein, Brazzaville et Pointe-Noire, mais est-ce qu'à Ouesso ou encore à Kakamweka, il y a cette volonté de pouvoir garder cette mémoire et est-ce que vous retrouvez les éléments? Alors, non seulement il y a cette volonté, mais ce que je dis tout simplement, c'est que moi je salue tous les fonctionnaires de l'administration congolaise qui ont fait ce travail-là de conservation là où ils étaient affectés. Donc c'est généralement des gens qui sont dévoués à ces tâches-là, et puis c'est des gens dans la mémoire, enfin, ces choses-là leur parlent. Et aujourd'hui, effectivement, les archives du Moyen-Congo qui sont détenues à Pointe-Noire, à la préfecture de Pointe-Noire, sont dans un piteux état. Et là aussi, nous devons faire un travail de sauvegarde, de numérisation. Parce que demain, vous avez des perles, des choses inédites qui vont disparaître, tout simplement parce que on n'a pas pu faire le travail qu'il fallait en temps et en heure. Et là, nous, simplement, donc c'est pour ça que nous, notre travail, c'est sensibiliser, collecter, numériser et rendre accessible. Voilà, notre travail à nous, c'est de vous dire, lundi, si vous avez un peu de temps, entre 15h et 17h, rendez-vous à l'Académie des sciences d'outre-mer. Ça sera à Paris. N'hésitez pas de rechercher ces informations qui seront disponibles sur Ziana TV. Merci encore, Assimta Lukambo. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien. Merci, portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.